voici qu'il vous revient le satisfecit de prendre part ce jour, vendredi 14 mai 2021, en témoin privilégié à la conférence de presse du professeur Albert Ondoosa sur un sujet de très haut intérêt et de grande portée, à savoir la situation du Gabon et les perspectives d'avenir. L'homme qui nous offre cette heureuse opportunité est un intellectuel accompli et chevronné, enseignant de haut rang, en sa qualité, entre autres, d'agrégé de faculté de sciences économiques et de gestion. Il survole mers et océans, monts et montagnes, pour distiller aux quatre coins de la planète sa science, non sans encadrer ceux qui espèrent suivre ses traces. À 67 ans, notre compatriote, le professeur Albert Ondoosa, par son intense et inlassable activité académique, est en phase avec Victor Hugo qui écrivait, je cite, « Les maîtres d'école, les enseignants, sont des jardiniers en intelligence humaine », fin de citation. Comment ne pas dès lors penser qu'en abordant le sujet de ce jour, le professeur Albert Ondoosa vient interpeller, éclairer. Un intellectuel étant une personne dont l'activité repose sur l'exercice de l'esprit, qui s'engage dans la sphère politique, dans la sphère publique, pour faire part de ses analyses, de ses points de vue sur les sujets les plus variés ou pour défendre des valeurs. Ainsi compris, professeur, nous attendons beaucoup de vous, loin des circonlocutions diplomatiques, mais dans une approche didactique, riche en éclairage, j'allais dire en proposition, si vous relevez des écueils sur l'état de la nation. Dernier aspect de mon mot, et vous serez attendu par les journalistes sur ce pan de votre vie, enseignant dans l'âme et la chair, nous relevons que la politique s'est aussi invitée dans votre parcours professionnel, pour avoir été membre du gouvernement. L'expression homme politique présentant souvent, sous nos latitudes, de même qu'ailleurs, une connotation péjorative dans l'opinion, le considérant comme quelqu'un qui fait preuve d'une grande habileté dans les intrigues de la vie politique. Alors, professeur Albert Ondoosa, l'assistance devant vous se frotte les mains en attendant l'économie de votre exposé. Nous sommes à votre écoute. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs en vos titres, grades et qualités, chers participants, le Gabon, notre pays, est dans une situation telle que les apprentis sorciers de tous ordres s'en donnent à cœur joie, rivalisent de propositions, tandis que d'autres affûtent leurs armes pour soit préserver leurs acquis, soit se positionner pour un strapontin robuste et s'accrocher de plus belle à un pouvoir qui, malheureusement, ne peut certainement plus rien apporter au pays. Pendant ce temps, le peuple crie famine et ronge son frein, car le quotidien du Gabonais devient de plus en plus difficile, voire insupportable. Dans ce contexte particulièrement préoccupant, je voudrais, en fils de ce pays et en citoyen averti, fort de ma formation et de mon expérience, éclairer l'opinion et mettre l'accent sur ce qui est essentiel, de manière à ce que chacun maintienne le cap et ait une bonne lisibilité des choses. Aussi mon propos liminaire s'attachera-t-il, dans un premier temps, et m'appuyant sur
certains aspects de mon discours de 2015 à l'occasion de l'ouverture du premier forum de la société civile libre a montré ce qui est effectivement primordial aujourd'hui pour notre pays. Ensuite, il abordera dans un second temps certaines questions d'actualité qui perturbent les Gabonais afin de leur apporter un éclairage suffisant pour une meilleure intelligence de la situation actuelle. Le jeu en vaut la chandelle, car il y va de la survie et de l'avenir de notre beau pays. Pour commencer, 3 dispositions me semblent importantes dans cette phase difficile. Tirer de bonnes leçons du passé, premièrement. Deuxièmement, rester concentré sur l'essentiel, le redressement du pays. Troisièmement, se disposer à juger sans complaisance et à sanctionner fortement le pouvoir actuel. En ce qui concerne la première, il nous faut tirer les leçons du passé, passé lointain et passé récent. Il en est ainsi lorsqu'il est question à nouveau de dialogue ou de paix des braves. À mon avis, réclamer à tout vent un dialogue est mesquin, car rien de bien nouveau sous les tropiques. Le concept de paix des braves a été utilisé pour la première fois au Gabon par Pierre-Louis Agonjo, qu'on se garde bien de citer pour faire illusion. On s'en remet à cœur joie aujourd'hui, sans même tirer les leçons des dernières concertations. D'une part, la conférence nationale de 1990 et les accords de Paris de 1994. Et d'autre part, les accords d'Angondje de 2017. N'ayant nullement conduit à l'alternance au sommet de l'État, ni même contribué à améliorer la gouvernance, elles n'ont fait qu'amplifier le mal du pays. En dehors du fait que ce type de forum coûte cher pour un pays exsangue, la finalité non avouée est de parvenir très rapidement et sans effort à un partage du gâteau, les portefeuilles ministériels et les postes juteux entre les mêmes et surtout de retarder l'échéance. Pour ce qui est de la deuxième disposition, rester concentré sur l'essentiel. Permettez-moi de rappeler que j'avais dit ce que j'avais dit lors des assises de la société civile en 2015. J'avais montré, entre autres, la nécessité de revenir au bon ordre, d'éviter des faux combats et de se focaliser sur l'essentiel. Cela reste tout à fait valable aujourd'hui. Revenir au bon ordre, disais-je à l'époque, signifie que chacun doit se redéfinir par rapport à une norme, un métier, une structure, voire par rapport à une croyance. Ce n'est qu'à cette condition que la diversité est salutaire. Chaque Gabonais doit désormais reconnaître ses limites et n'occuper que la place qui lui sied pour le service de la société. C'est à cette condition seule que la construction du nouveau Gabon est possible, sur la base des règles acceptées et respectées par tous. C'est cela le consensus. Pour rester concentré sur l'essentiel, une seule question me semble importante aujourd'hui. Comment faire respecter le résultat des urnes? En cela, il faut se rendre à l'évidence. Ali Bongo n'est au pouvoir que parce que le verdict des urnes n'a pas été respecté, ni en 2009, ni en 2016. Tout le monde le sait et lui-même le sait. D'où la recherche effrénée par tous les moyens, notamment la corruption et l'instrumentalisation insidieuse du tribalisme, d'une légitimité et d'une crédibilité qu'il n'a jamais eue.
Pourquoi alors se fourvoyer? C'est dire que nous ne devons pas nous laisser distraire par des faux débats, savamment entretenus par le pouvoir en place pour faire illusion, détourner l'attention et se faire une peau neuve, comme en témoignent de multiples tentatives d'action d'éclat, la multiplication de chantiers qui sont en réalité du saupoudrage et des effets d'annonce à caractère propagandiste. Rester concentré sur l'essentiel signifie, par-dessus tout, être en éveil et prendre conscience que, quel que soit le moment, le temps que cela prendra, quelle que soit la mue que le pouvoir opérera, quelle que soit la forme et la couleur qu'il prendra in fine, le système actuel doit être sanctionné et démantelé. C'est la troisième disposition. Le peuple gabonais doit, dans tous les cas, se disposer à sanctionner le pouvoir fortement. Qui en réalité n'a qu'un seul atout, la latitude de réclamer les résultats autres que ceux issus des urnes. Mais cet atout a tellement été utilisé qu'il est prêt de connaître son revers. Plusieurs raisons militent dans ce sens. Premièrement, le Gabon a été si mal géré de 2009 à aujourd'hui que le bloc de soutien, en France et ailleurs, s'effrite et se disloque, leurs intérêts ayant été également lésés. Deuxièmement, le Gabon est dans un état de délabrement tel qu'il faudra à un moment ou à un autre faire appel aux véritables compétences du pays pour son redressement. Troisièmement, la configuration du nouveau monde, un monde de compétition, rendra difficile le maintien des incompétents et des apprentis sorciers à la tête du pays et oppose des responsabilités qu'ils occupent de manière indue et non moins nocive pour le pays tout entier. C'est l'occasion de réaffirmer la laïcité de notre État et consolider notre citoyenneté. La laïcité est le principe de séparation dans l'État de la société civile et de la société religieuse. La laïcité qui s'oppose à la reconnaissance d'une religion d'État repose sur trois principes. La liberté de conscience et celle pour chacun de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public. La séparation des institutions publiques et des organisations religieuses et sectaires. Et surtout, l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions. La laïcité suppose donc que des citoyens de religions et de pratiques différentes soient traités équitablement par l'État, étant donné que ce dernier est séparé de l'Église et des sectes. Elle consiste à assurer l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe ou de religion. C'est pourquoi il nous faut dès à présent corriger les défiances de notre État et les dérives du pouvoir actuel, notamment la suprématie d'une catégorie de Gabonais et leur positionnement majoritaire dans toutes les institutions de la République. Il s'agit là d'une injustice flagrante que rien ne justifie. Le Gabon a besoin d'équité et de sérénité pour se développer. Ce sont de telles corrections qu'on attend du pouvoir et non l'invective, des slogans creux, des critiques sans intérêt, encore moins le déni et la fuite en avant, sans oublier les nominations à l'emporte-pièce. Ne pas le dire est une forfaiture grave et un manquement à notre devoir de citoyen. La citoyenneté est quant à elle le fait pour un individu, pour une famille ou pour un groupe d'être reconnu officiellement comme citoyen, autrement dit, membre d'un État. La citoyenneté comporte généralement des droits et des devoirs divers. Les droits civiques permettant de participer à la vie publique et politique, de se porter candidat à des emplois publics, d'être électeur ou encore d'être éligible.
Le devoir civique, qui est une obligation de nature juridique ou morale, constitue la contrepartie des droits des citoyens. Les devoirs civiques sont notamment respecter les lois afin de vivre ensemble dans une société organisée, car chaque citoyen doit respecter les droits des autres qui sont généralement identiques aux siens. La citoyenneté est assurément une composante du lien social. Ainsi, vivre ensemble ne signifie pas forcément partager la même religion, appartenir à la même obédience, au même parti politique, avoir les mêmes pratiques, les mêmes opinions et être soumis de la même manière à un pouvoir qui oppresse, ronge et ruine. Les citoyens d'une même nation forment une communauté politique, en ce sens que la citoyenneté est intimement liée à la politique. Être citoyen implique que l'on fasse partie d'un corps politique, d'un État, sachant qu'en démocratie, chaque citoyen est détenteur d'une partie de la souveraineté politique. Le citoyen moderne est de ce fait un être éminemment politique qui exprime non pas son intérêt individuel, mais l'intérêt général qui ne se résume pas, ainsi que le disait Jean-Jacques Rousseau, à la somme des volontés particulières, mais la dépasse. Il est important à ce niveau de revenir sur les trois aspects de la citoyenneté. La citoyenneté civile correspondant aux libertés fondamentales, liberté d'expression, égalité devant la justice, droit de propriété. La citoyenneté politique fondée sur la participation politique, le droit de vote, le droit d'éligibilité, le droit d'accéder à certaines fonctions publiques, quelle que soit son appartenance ethnique, sa religion, son obédience, le droit d'être protégé par cet État à l'étranger. Enfin, la citoyenneté sociale, résultant de la création de droits sociaux et économiques, droit à la santé, droit à la protection contre le chômage, droits syndicaux. Outre un statut juridique et des rôles sociaux, la citoyenneté se définit aussi par des valeurs. En cela, les trois valeurs fondamentales d'une citoyenneté responsable sont le civisme, la civilité et la solidarité. Chacune d'elles faisant du citoyen l'acteur d'une vie harmonieuse et épanouie au sein de la communauté. Le civisme est, à titre individuel, le fait de respecter et de faire respecter les lois et les règles et de reconnaître ses devoirs envers la société. C'est un comportement personnel qui va faire passer l'intérêt général avant son propre intérêt. La civilité est l'observation des convenances en usage sur les gens qui vivent en société. Enfin, la solidarité consiste à venir en aide aux plus démunis, directement ou par le bien des politiques publiques. Étant entendu que la capacité d'une personne à exercer sa citoyenneté dépend du degré de démocratie du système politique et social dans lequel elle se trouve. Car être citoyen n'a pas le même sens dans un État totalitaire et dans un régime démocratique. Malheureusement, le fonctionnement actuel du Gabon incline à penser qu'il cohabite deux types de citoyenneté. Du fait qu'une partie de la population, la plus importante, pour des raisons ethniques, sectaires et ou religieuses, est réduite à une citoyenneté de seconde classe. Je voudrais à présent, pour terminer, évoquer trois sujets de l'heure qui interpellent les Gabonais pour essayer d'y apporter un meilleur éclairage. Le dialogue, la transition, la gestion actuelle de la crise sanitaire et ses implications. Concernant tout d'abord le dialogue, dont l'objet inavoué est, ainsi que je l'ai dit plus haut, de parvenir rapidement à un partage du gâteau entre les mêmes,
de retarder au maximum l'échéance et réussir à fédérer un grand nombre d'adeptes et de transhumants autour de certaines personnes du sérail en vue du maintien et de la perpétuation du système en place. Il convient simplement, pour une bonne appréciation de la question, de s'en référer à l'aspiration profonde du peuple gabonais dans sa majorité, qui est l'alternance au sommet de l'État. Une question préjudicielle s'impose alors. Le dialogue proposé ces derniers temps, un de plus, permet-il l'alternance au sommet de l'État? En constitue-t-il l'étape cruciale ou ultime? Si oui, sans hésitation, il faut y aller. Si ce n'est pas le cas, le dialogue proposé est sans objet. Je n'en dirai pas plus. S'agissant ensuite de la transition dont on parle tant, au cas où elle a lieu, elle ne saurait être autre chose que ce que notre pays et nos populations en attendent, à savoir un cadre pertinent en vue tout au moins de l'élaboration des textes impersonnels pour des élections transparentes et crédibles, ce qui suppose un découpage électoral et administratif préalable traitant l'ensemble des Gabonais de la même manière. Mais, à de nombreux égards, la transition apparaît comme un déterminant essentiel du redressement du pays, qu'elle ait lieu juste avant ou juste après la prochaine élection présidentielle. Si la transition intervient avant la prochaine élection présidentielle, ce qui est hautement souhaitable, il devient urgent d'élaborer sans tarder une charte de la transition dont les 4 signataires seront respectivement les représentants des forces de défense et de sécurité, des confessions religieuses, des organisations de la société civile et enfin des partis et associations politiques. De désigner un président de la transition neutre qui se chargera de nommer un premier ministre qui devra former non pas un gouvernement d'union nationale, un gouvernement de briques et de broc, mais un gouvernement restreint et solidaire, composé d'hommes et de femmes reconnus, compétents et intègres, issus de tous les horizons politiques de la société civile et de la diaspora. De dissoudre le Parlement et de mettre en place une assemblée de la transition composée de 60 membres représentant les différentes catégories politiques et socio-professionnelles du pays, répartis comme suit. Partis et associations politiques 36 membres. Société civile organisée et non organisée 17 membres. Diaspora 7 membres. D'organiser des élections transparentes et crédibles. L'élection présidentielle d'une part et les élections législatives et locales d'autre part. De réaménager la Constitution dans le but d'accroître les compétences des organes collégiaux, gouvernement, Assemblée nationale, Assemblée territoriale, de renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire afin de lutter systématiquement contre l'impunité et sanctionner de manière effective les gouvernants qui violeraient manifestement la Constitution et les lois de la République. Dans le cas où l'organisation de l'élection présidentielle est anticipée, voire précipitée, une transition principalement consacrée à la révision de la Constitution et accessoirement à la mise en place d'un vigoureux programme de restructuration de notre économie s'imposera également. La révision constitutionnelle attendue, qui se fera par référendum, introduira les réformes relatives notamment à la suppression du Sénat et du poste de vice-président de la République, à la limitation du nombre de mandats du président de la République et, s'il y a lieu, à la durée du mandat présidentiel. Il s'agira par ailleurs, après consultation des compétences locales, des partis politiques et des partenaires sociaux, de procéder à un redécoupage électoral et administratif objectif et équitable, de réviser le code électoral, le code pénal, le code du travail, la loi sur les partis, les lois sur les syndicats et sur les associations, élaborer un code de la communication et réviser la loi sur la presse. De même
qu'il est important de renforcer la démocratie et la paix dans la sous-région et le continent. Par rapport enfin à la gestion actuelle de la crise sanitaire, il apparaît que la nature même de la pandémie Covid-19 exige l'adoption de stratégies parfaitement coordonnées de riposte sanitaire, ce qui suppose l'identification et la définition du rôle des acteurs, ainsi que des modalités de communication entre eux, l'identification des agents infectés ou susceptibles de l'être pour comprendre les modalités d'action, la mise à disposition des instruments de test et la définition des modalités de dépistage, la consultation des chercheurs expérimentés et des médecins spécialisés afin de recueillir leurs avis et propositions, l'adoption des mesures de limitation de la propagation de la maladie, notamment le port du masque, les comportements barrières incluant la distanciation sociale et, en cas de besoin, le confinement communautaire. La gestion de la crise sanitaire aurait dû être réactive, car fondée sur l'analyse de la situation, constamment mise à jour grâce à la maîtrise de ces canaux de propagation à la sphère économique. D'où une étude inclusive qui aurait dû permettre de mettre en place un plan de crise comprenant l'ensemble des mesures à prendre pour limiter les risques de propagation de la pandémie et assurer autant que possible la survie du plus grand nombre. À cet égard, il aurait fallu très rapidement, premièrement, évaluer l'impact de l'ensemble des mesures sanitaires et autres sur l'économie nationale, notamment l'impact budgétaire dans un contexte général de baisse de 30% du prix des pétroles, principale ressource budgétaire du pays, de ralentissement des exportations, de baisse des recettes fiscales et douanières. Deuxièmement, apprécier à leur juste valeur les mesures exceptionnelles que le gouvernement a prises et celles qu'il serait amené à prendre, notamment le recours à l'emprunt, l'ajustement budgétaire interne. Troisièmement, envisager, au moment où l'activité économique est en déclin, comment amortir le choc en vue d'un retournement de la conjoncture et pour éviter toute dépression et contenir la récession. Au lieu de cela, le gouvernement a pris des décisions à l'emporte-pièce, avec pour seule préoccupation l'enveloppe financière et les subsides proposés par l'extérieur. Pourtant, il aurait dû se rappeler les mesures conjoncturelles et structurelles qu'il avait initiées en 2018 pour engranger les économies budgétaires qui seraient orientées prioritairement vers le financement des politiques publiques bénéfiques aux couches sociales les plus vulnérables. Or, toutes les mesures et réformes engagées se sont révélées. Toutes les mesures engagées se sont révélées aussi inefficaces les unes que les autres pour plusieurs raisons. Et principalement leur manque de pertinence par rapport à leur objet et leur inadaptation au milieu en raison précisément de l'absence d'une étude sérieuse et d'une réflexion approfondie préalable comme outil supplémentaire d'aide à la décision. Cependant, en raison de la prééminence de l'action des politiques, le policy maker agit, mal peut-être, mais agit. Et son action comme réponse à la crise sanitaire l'emporte sur toute forme de position, d'expression ou de dogme. D'où la grande confusion qui règne dans la nation, et précisément sur les agents infectés, ceux susceptibles de l'être et autres patients, chez les médecins, les scientifiques et plus encore chez les économistes. La confusion des économistes, du monde entier du reste, s'explique d'abord par le caractère inédit de la crise par rapport à celle de 1929 et de 2008. Les économistes avaient jusque-là l'habitude de distinguer les crises liées à l'offre de celles liées à la demande. Dans le cas d'espèce, on fait face à un télescopage entre choc d'offres, dû au confinement et à la rupture totale des chaînes de valeur généralisées,
et choc de demande en raison de la perte de nombreux revenus, de la multiplication des défauts de paiement et des anticipations pessimistes. Les économies sont d'autant plus prises au dépourvu que c'est la planète entière qui est impactée. Aucune zone de repli n'est à portée de vue. L'incertitude radicale au sens de Keynes est totale et aucun expert ne peut réellement prédire quel sera le climat des affaires dans les prochains mois. Dans de telles conditions, une seule chose est sûre. La sortie de crise ne peut être assimilée à un simple processus de relance économique, comme on feint de le croire, et ou de le faire croire, surtout chez nous. Il ne s'agit pas d'un simple retour au statu quo, mais plutôt ici comme ailleurs, d'un processus de reconstruction analogue à celui de l'après-guerre. Autrement dit, l'édification d'un nouveau système de pensée, nouveau paradigme, au cœur duquel on retrouve l'homme et les considérations sociales, surtout en ce qui concerne les pays en développement et notamment notre pays, le Gabon. Il s'agit essentiellement d'intégrer le fait que la crise liée au Covid-19 est à la fois une pandémie redoutable, problème de santé publique, et une crise économique majeure qui a inévitablement des implications politiques profondes. Au lieu de se complaire dans un suivisme puéril et moutonnier, en œuvrant comme d'habitude dans l'opacité, sans études préalables, sans repères et sans même prendre l'avis d'experts sérieux en la matière, au lieu de nous imposer sans explication ni justification un vaccin qui n'a pas encore fait ses preuves, le pouvoir actuel gagnerait à être plus transparent, plus méthodique et plus persuasif, au risque de se retrouver confronté à une résistance malicieuse dont il ne soupçonne nullement la portée et les conséquences. Étant donné que la situation budgétaire du Gabon risque de se détériorer de plus belle pendant la récession qui suivra inévitablement la crise du Covid-19, l'insoutenabilité probable des finances publiques devrait normalement conduire à des efforts d'assainissement budgétaire, tout au moins à une meilleure maîtrise des dépenses de fonctionnement, en particulier la masse salariale et la dynamique de la dette. L'ajustement budgétaire auquel l'État devrait se soumettre avant la fin de l'année 2021, en tout cas juste après les mesures de restriction, consiste en la réduction des dépenses de fonctionnement pour les ramener à 13% du PIB hors pétrole, en tout cas à un niveau inférieur à 15%. Pour ce qui est de la maîtrise de la masse salariale à court et à moyen terme, elle constitue un défi permanent pour le Gabon depuis 2014. Pour contenir l'évolution inquiétante de la masse salariale, il ne s'agit pas seulement, comme cela a été proposé à la hâte, du reste sur la pression du Fonds monétaire international, de suspendre de manière drastique les recrutements, ni de précipiter les départs à la retraite des fonctionnaires, encore moins de ne pas les remplacer comme c'est le cas aujourd'hui. Il s'agit plutôt de réduire le taux de progression des recrutements et de les coller au mieux à celui de la population qui est de 2%. Il convient tout aussi bien de limiter, sinon de stopper, les recrutements anarchiques dans la fonction publique, ce qui nécessite la détermination d'un profil de personnel à recruter et parallèlement la révision des procédures de recrutement pour les rendre plus transparentes et plus rationnelles. Il s'agit enfin de réhabiliter la sanction, ce qui n'est possible que si le sommet de l'État est lui-même sans reproche. Dans le même temps, il est crucial de garantir la stabilité extérieure du pays et pour ce faire, prendre des mesures concrètes en vue du rapatriement des devises perçues grâce aux exportations, y compris celles des compagnies pétrolières nationales, ce qui devra contribuer à reconstituer les réserves et les amortissements budgétaires
internationaux de la Banque des États d'Afrique centrale. Au regard des critères de surveillance multilatérale de la CEMAC, et précisément les indicateurs de second rang, la masse salariale ne doit pas dépasser 35% des recettes fiscales. Or, elle atteint malheureusement 80,3, 88,0, 60, 55,75 et 61,09 de celles-ci, respectivement en 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, ce qui est excessif par rapport à la norme communautaire. Les mesures correctives du gouvernement en ce sens devraient être telles que le retournement de tendance se fasse à partir de 2022 pour atteindre leur point d'achèvement en 2024. Un retour à la norme de 35%. Une loi de programmation financière triennale 2022, 2023 et 2024 devrait être votée à cet effet. En matière de dette, même si la norme communautaire de l'encours de la dette publique par rapport au PIB, qui devrait être inférieure ou égale à 70%, est respectée depuis 2016, l'État gabonais doit s'attacher à deux choses. Premièrement, s'en tenir au respect scrupuleux du nouveau critère institué depuis 2017, le solde budgétaire de référence, qui doit être supérieur à moins 1,5% du PIB. Il présente l'avantage d'être plus adapté aux spécialités nationales et de réagir avec plus de souplesse aux chocs extérieurs. Deuxièmement, réduire sinon apurer ces arriérés de dette aussi bien intérieurs qu'extérieurs, ce qui devrait l'amener à un relèvement du plancher des remboursements à hauteur de 25% des recettes fiscales. La charge financière de la dette est restée inférieure à 20% des recettes fiscales au cours des dernières années. Il s'agit également de réduire les délais de paiement afin d'éviter la constitution d'arriérés. La séquence de relance de l'économie gabonaise consécutive à un tel ajustement pourrait être la suivante. La relance par la consommation tout d'abord et la relance par l'investissement ensuite. La relance par la consommation sera essentiellement portée par le paiement de la dette intérieure, le paiement des pensions de retraite, le paiement des rappels de sursalaire et autres arriérés, ainsi que par la revalorisation du pouvoir d'achat des citoyens. Autant de dépenses qui seront couvertes par les ressources additionnelles, les économies budgétaires, obtenues grâce à une meilleure gouvernance et aux mesures de stabilisation de l'économie. La relance par l'investissement consiste à relever le taux d'investissement à 35%, sous réserve de l'augmentation de la capacité d'absorption du pays et de la dynamisation du secteur privé, ce qui revient à alléger les procédures de création des entreprises, de mettre fin à la parafiscalité et autres tracasseries qui pénalisent les entreprises, bloquent la promotion des PME-PMI et entravent le développement de l'activité économique. Elle passe aussi inévitablement par la réduction du coût de l'énergie. Consécutive à un assainissement conséquent des différentes filières de distribution, ce qui permettrait à l'État de proposer de nouveaux tarifs plus incitatifs pour les entreprises et indicateurs pertinents de la revalorisation du pouvoir d'achat des citoyens ainsi qu'il suit. Électricité de 122,96 francs CFA le kilowatt à 80. Essence de 605 francs CFA à 400. Gasoil de 585 francs à 300. Pétrole lampant kérosène de 450 francs à 150. Bouteilles de gaz de 6500 à 4000. Une telle baisse des tarifs est tout à fait possible sans porter un coup au fonctionnement normal et régulier de l'État. En tout état de cause, la relance tant souhaitée de l'économie gabonaise, autant nous en convaincre,
n'est aujourd'hui envisageable que si elle a pour support essentiel le sérieux, l'intégrité, la probité morale et la crédibilité des personnes placées au sommet de l'État. Toute autre manipulation et subterfuge seront nuls et de nul effet. Au demeurant, une seule et bonne attitude s'impose. Rester unis et confiants, car c'est ainsi que nous pouvons regarder l'avenir avec optimisme et construire notre pays autour d'un consensus fondé sur une conscience nationale et des valeurs communément partagées, parce que nous pouvons nous en donner les moyens. Que Dieu bénisse le Gabon. Je me tiens à présent, messieurs les journalistes, à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie. Professeur, la structuration et le développement de votre pensée au cours de cet exposé me paraissent d'une densité et d'un éventail en propositions fort remarquables. Chacun appréciera. De nos jours, les intellectuels et les politiciens aimant s'adonner à contourer les obstacles au lieu de les affronter. Deux questions me viennent à l'esprit à l'écoute de votre exposé. Deux questions à deux points. La première question, professeur Albert Ondossa, peut-on assimiler cette conférence de presse, véritable réquisitoire contre le pouvoir en place, à une annonce déguisée de votre candidature à une présidentielle prévue pour être tenue en août 2023, dans 2 ans? Ne serait-ce pas un peu tôt? Comme dirait l'autre, les yeux dans les yeux. Bien, écoutez, si je vous ai invité, c'est pour parler du pays, de notre pays à tous. Mon profil et mon métier me prédisposent à cela. Être professeur, c'est avant tout être un outil d'aide à la décision. Donc, de ce point de vue, quand il y a un problème, je dois le souligner et je dois parler. C'est du reste mon rôle. Il s'agit en cela d'apporter ma contribution effectivement au développement de notre pays, surtout par rapport à l'économie, bien sûr. Mais je l'ai toujours fait. Je l'ai fait au Forum de la société civile en 2015. Je ne me suis pas porté candidat en 2016. Je crois qu'il est de mon devoir, lorsque le pays a des difficultés, que j'interpelle les politiques, que j'interpelle les leaders de la société civile, que j'interpelle la population. Donc, l'objet de cette conférence de presse n'est nullement une candidature à l'élection présidentielle. J'ajoute au passage que j'ai été candidat en 2016, donc pour moi, ce n'est pas en 2009, ce n'est pas du tout un problème. Donc, pratiquement, l'objet de la conférence de presse, c'est que nous parlions, nous communiquions au sujet de notre pays qui est dans un état de délabrement sérieux. Vos derniers propos me servent en fil de soie pour essayer d'insister. Vous avez déjà été candidat en 2009. Il n'y a pas de discours innocent. Pensez-vous avoir plus de chance cette fois-ci si vous aviez l'intention de vous présenter? Je me permets d'insister, professeur. Bien, je vous dis que l'objet, ce n'est pas une candidature éventuelle, effectivement, à la prochaine élection présidentielle. C'est la situation de notre pays qui est alarmante. Et je me sens le devoir, au regard de mon profil, de pouvoir interpeller effectivement les acteurs de ce pays, les acteurs politiques. Si on était en situation normale, j'aurais invité les membres du gouvernement, bien évidemment. Et par rapport à cela, d'ailleurs, il faut dire que ce qui est gênant dans notre pays, c'est qu'on a des clichés. Et on ne regarde pas ce que le doigt montre, pour reprendre un proverbe chinois. On regarde plutôt la personne. Bon, ça, c'est quelqu'un, c'est un opposant, bon, il nous empêche, c'est un empêcheur de tourner en rond. Mais on ne suit pas ce que je dis. Et j'ajoute que ce que j'ai dit en 2009, si on m'avait écouté,
on ne serait pas dans la situation actuelle. Cela n'a rien à voir avec une éventuelle candidature à la présidence ou bien à la prochaine élection présidentielle. Mesdames et messieurs les représentants des organes de presse, vous présentez et vous posez votre question au professeur Albert Ndossa. Je suis Jean-Yves Toutoum du journal Le Temps et du quotidien en ligne Pyramide Média. Professeur, en vous écoutant, vous êtes favorable à une transition. Si le pouvoir en place n'adhère pas à cette idée, qui, selon vous, peut alors prendre l'initiative de mettre en place, un peu comme ailleurs, une autorité exécutive de transition? C'est ma première question. Deuxième question, est-ce que pour vous, la transition est un préalable à votre participation à l'élection présidentielle? Excusez-moi d'insister. Autrement formulé, professeur Ndossa, candidat à la transition ou candidat à la présidentielle? Eh bien, je répondrai d'abord... Non, pas encore. J'ai encore une dernière. Oui. Qui n'a vraiment pas trait à votre propos liminaire. Considérés comme des prisonniers politiques par une certaine opinion, certaines personnalités politiques sont sous les verrous depuis septembre 2016. Parmi ces prisonniers, un est de votre province et du département d'une thème comme vous. Du thème plutôt. Question suivante. Qu'avez-vous entrepris depuis 4 ans pour qu'il couvre la liberté? C'est ma dernière question. 3 questions, professeur. Bien. Par rapport à la première question, je vous répondrai très simplement. Je vous ai dit que je suis un outil d'aide à la décision. D'aucune manière, je ne peux me substituer au pouvoir en place. Je joue mon rôle, proposé, à charge pour le pouvoir, de faire ce qu'il estime juste et opportun. De mon point de vue, je serai déficitaire si je ne fais pas cette proposition. Je l'ai faite. Maintenant, au pouvoir de répondre, d'y répondre ou d'y ne pas répondre. Je ne peux pas me substituer au pouvoir. Je ne suis pas au pouvoir, bien évidemment. Alors, la deuxième question, effectivement, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle, je ne suis pas candidat à la transition. Ce n'est pas l'objet en tout cas. Et puis, l'élection présidentielle, vous revenez là-dessus, c'est en 2023. Il y a le temps de voir. Donc, pratiquement, la situation, il y a urgence, c'est la situation dans laquelle se trouve notre pays. Et puis, j'ajoute qu'on a souvent entendu dire de la part du pouvoir que, oui, l'opposition n'est pas constructive, ou la société civile ne nous propose rien. Là, je suis venu avec des propositions concrètes, précises, par rapport à la situation économique du pays. Que vont-ils répondre? Voilà. Et moi, j'estime que j'aurais effectivement joué mon rôle, joué ma partition. Maintenant, le cas des prisonniers politiques, vous avez souligné le cas de Bertrand Ziba-Bégué, oui, qui non seulement est du ONTEM, mais un jeune frère. Je dirais qu'il y a 2 cas qui m'ont préoccupé. Et son cas et le cas de Pascal Ouyougou. Ce sont mes 2 frères. Et ils m'ont tellement préoccupé parce que là, c'est l'effet du prince. Cela m'a semblé arbitraire. Mais si nous sommes dans un pays de droit, il appartient à la justice de faire son travail. Donc je ne peux ni me substituer au gouvernement, ni me substituer au pouvoir judiciaire. Que chacun fasse effectivement son travail. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait la relaxe pour eux tous. La relaxe aussi bien pour Pascal Ouyougou. Je me réjouis effectivement de sa mise en liberté, que la relaxe effectivement de Bertrand Zibi, qui
doit retrouver la liberté. C'est tout ce que je peux dire. Je ne m'appartiens pas de me substituer aux autorités, aussi bien les autorités qui relèvent de l'exécutif que les autorités qui relèvent du judiciaire. Autre question, autre préoccupation? Je suis ici. Avant RFI, s'il vous plaît. Ouais. Quelqu'un a levé le gouvernement. Oui, allez-y. Je suis Patrick Messi pour École du Nord. J'ai 3 questions pour le professeur. La première, c'est celle de savoir que vous avez été victime d'une agression à l'arme blanche en 2014. Une enquête avait été ouverte à cet effet. Où en est-elle? Deuxième question, vous l'avez un peu brossé, c'est la recomposition politique qui se joue actuellement et qu'on appelle, soit appelle les braves et les dialogues qu'on aimait. Pendant ce temps, on constate malheureusement qu'un seul camp fait l'actualité, l'opposition, c'est le camp du pouvoir naturellement, pendant que l'opposition, elle est plutôt engluée dans des guerres intestines internes de leadership. Quel est votre avis si jamais on se fait une projection dans 2023? Est-ce qu'on peut être serein que les choses peuvent changer, quand bien même ce sont les gens qui veulent changer ces choses? Tout ce que vous avez déploré tout à l'heure, qui se trouvent préoccupés, non pas par l'essentiel, mais par des guerres d'opposition. Troisième question, c'est l'actualité brûlante de ces 2-3 derniers jours. Le Gabon, nous apprendons, va adhérer au Commonwealth. Professeur Ondoussa, quel est votre avis à propos? Merci. Bien, merci monsieur. J'ai effectivement été victime d'une agression, d'une tentative d'assassinat. C'est des souvenirs très douloureux. Alors, où en est l'affaire? Eh bien, je n'en sais pas plus que vous, officiellement. Pourquoi? Ce que je sais, c'est qu'on est en pénal. Et qu'en pénal, il n'y a pas de prescription. Ce qui veut dire à tout temps, à tout moment, je peux m'adresser, lorsque la situation sera sereine, n'est-ce pas, je peux rester en justice. Donc, je n'ai pas de problème à cet égard. Et si jamais moi je meurs, mes enfants pourront toujours rester en justice. Parce que, effectivement, il y a intérêt à agir en droit. Maintenant, sur le plan personnel, bien évidemment, j'ai des amis à l'extérieur qui, effectivement, lorsque j'ai été hospitalisé dans des conditions très très difficiles, l'opération a duré 3h30 à Libreville. J'ai été hospitalisé à 3 endroits en France. Et lorsque je suis sorti de là, j'ai un certain nombre d'amis qui m'ont dit « Nous allons travailler pour faire les enquêtes ». Les enquêtes privées sont terminées depuis pratiquement 2017. J'ai tous les résultats. Je sais qui m'a agressé. Je sais où cela a été préparé. Je sais quelle voiture on conduisait. Je connais tous les participants de cette agression, mais je ne dois pas entraver l'action de la justice. Lorsque la sérénité reviendra, eh bien, j'esterai en justice. Pourquoi? Parce qu'en pénal, ainsi que je viens de vous dire, il n'y a pas de prescription. Maintenant, la recomposition politique depuis 2023, quel est mon avis? Je déplore la situation des partis politiques, la situation politique de notre pays, comme tout citoyen, comme tout Gabonais qui aime son pays. J'ose espérer que d'ici là, sachant raison garder, que tous les hommes politiques, tous les adversaires reviendront au bon ordre pour que les choses se passent effectivement pour le mieux et que le Gabon ait un avenir radieux. Alors, vous parlez de l'adhésion au Commonwealth. Le Commonwealth est une institution qui regroupe effectivement de la probable adhésion, parce qu'elle est probable, du Gabon au Commonwealth.
c'est une institution qui regroupe aujourd'hui les 54 États, pour la plupart anciennes colonies britanniques. Et il faut voir que le Commonwealth aujourd'hui devient une association quelque peu informelle. Moi, j'observe, comme vous, ce qui se passe, et je me dis qu'il y a toujours une présomption d'innocence. Je dis que le pouvoir a peut-être des éléments stratégiques auxquels je n'ai pas accès, qui peuvent l'amener effectivement à vouloir faire adhérer notre pays au Commonwealth. En ce qui me concerne, j'attends voir, je suis en observation, et parce que à première vue, rien ne le justifie. Mais un pouvoir, c'est un pouvoir. Il dispose des éléments qui ne sont pas à ma portée. Peut-être que c'est cela qui fait fonctionner le pouvoir. Donc, je crois que le pouvoir, le ministre des Affaires étrangères et le président de la République sont mieux à même de répondre effectivement à cette question. Je suis en période d'observation. Radio France Internationale. Justement, professeur, je suis Yves Laurent Goma de GabonActu.com et de RFI. Professeur, j'abondais aussi dans le sens du Commonwealth. Les communications qu'on a pu suivre à travers des tweets, le président de la République et le porte-parole de la présidence de la République ont expliqué que c'est surtout pour diversifier les partenaires économiques du Gabon, quand on sait que les pays membres du Commonwealth économiquement sont un peu plus dynamiques que les pays de l'espace francophone. Est-ce que vous ne pensez pas que cela participerait, donc, cette adhésion, à corriger la situation catastrophique que vous venez de décrire? Est-ce que vous croyez que cette adhésion peut participer au changement des mentalités, notamment dans le développement et les choix économiques? Est-ce que ce n'est pas une bonne chose, en fin de compte, pour le pays, à court et surtout à long terme? Alors, parlons tout d'abord de la diversification des partenaires. Je ne pense pas que la diversification des partenaires soit un problème en soi. C'est le problème, tout d'abord, c'est la diversification de ce qui fait d'eux des partenaires, à savoir notre production. Et aujourd'hui, la configuration du monde a changé. Hier, on parlait de la diversification des produits. Et on parle même encore, surtout dans notre pays, de la diversification de la production, de l'après-pétrole. Bon, je n'y crois pas trop, pour une raison bien simple. Lorsqu'on regarde l'organisation internationale, on a toujours pensé que les opérations en capital, les mouvements de capitaux, sont la contrepartie des mouvements de biens. Vous vendez un bien, on vous retourne la finance, on vous retourne la monnaie. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Depuis une dizaine, vingtaine d'années, les opérations en capital sont 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois plus que les opérations effectivement sur biens et services. Ce qui veut dire en termes clairs qu'un pays peut être déstabilisé alors que ses fondamentaux en production de biens sont bons, tout simplement parce que les mouvements de capitaux le déstabilisent depuis qu'il y a effectivement globalisation financière. Ce qui veut dire que telle est la configuration du monde aujourd'hui. Et dans cette nouvelle configuration du monde, aller à une diversification des partenaires ne me semble pas être un objectif sérieux. Il faut diversifier. Et la diversification qu'on fait aujourd'hui, c'est la diversification des actifs financiers. Pourquoi la diversification? La diversification a pour objet de stabiliser un portefeuille. Parce que dans votre portefeuille, il y a plusieurs actifs. Lorsque ces actifs perdent la valeur, d'autres actifs gagnent de la valeur. Ainsi, le portefeuille reste stable. Vous avez des dollars,
vous avez effectivement des euros, vous avez du yen, vous avez de l'or, vous avez etc., etc. Si certains actifs perdent la valeur, d'autres en gagnent. Donc la diversification primordiale ou principale, celle par laquelle il faut commencer, ce n'est pas la diversification des partenaires. J'ajoute effectivement que il faut d'abord restructurer son économie. Dès lors qu'elle est restructurée et viable, automatiquement, ce n'est pas vous qui courez derrière les partenaires, ils viennent à vous en raison de vos performances. Je crois avoir répondu effectivement à votre question, Monsieur Yves Laurent Ngoma. Mingo Express. Roland Douguet du journal en ligne Mingo Express. Professeur, revenons dans votre analyse de la situation du pays. Vous avez été ministre sous Omar Bongo Ondimba. Ne vous sentez pas coupable de l'état dans lequel se trouve la nation? C'est la première question. Oui. Deuxième question. Professeur, vous êtes un homme sans parti politique. Pourquoi? Vous ne supportez pas le cancan d'un parti ou alors la plupart des partis qui existent au Gabon depuis 1990 ne vous conviennent pas? C'est la deuxième question. La troisième, en 2016, vous étiez à la tête d'un regroupement de partis et de personnalités politiques, l'Union sacrée pour la patrie, qui prônait la non-participation à la dernière élection présidentielle et avait plutôt opté pour la D2 dans l'ordre signifie destitution, transition, élection. Êtes-vous toujours dans cette logique ou alors avez-vous changé? Je vous remercie. Bien. Alors, souvent on m'a titillé sur la première question. Oui, professeur, vous avez été ministre. Oui, je l'ai été. Je suis fier de l'avoir été. Cela complétait ma formation. Une chose est de théoriser sur son pays, une autre chose est de voir en réalité comment les choses se passent. Je crois que je n'aurais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui si je n'étais pas entré au gouvernement. Je n'avais aucune raison de refuser vu la manière dont j'ai été consulté. Et je peux me tromper, on a mis pratiquement 2 à 3 mois, Bongo et moi, négocier mon entrée au gouvernement. Je suis entré au gouvernement pour essayer d'apporter ma contribution, effectivement, à la construction du pays. Mais j'ai fait face à des écueils que tout le monde connaît, bien évidemment. J'ai réalisé, ou tenté de réaliser les choses. Et les Gabonais, je pense, en gardent encore le souvenir. Je suis rentré au compte de la société civile. Ce qui m'importait à l'époque, c'est que j'étais lié à une obligation de moyens. La question principale est de savoir, est-ce que j'ai posé un acte qui déshonorait mon pays? Loin s'en faut. Bien évidemment, j'ai institué une manière d'être au pouvoir, une manière de regarder les Gabonais avec humanisme et autre chose. Donc, pratiquement, rentrer au compte de la société civile, je ne peux pas me sentir responsable parce que je n'étais pas au pouvoir. Non. J'ai participé à un gouvernement. Ça ne veut pas dire que j'étais au pouvoir. Je n'avais pas de responsabilité précise à cet égard. Donc, il y a des choses que j'ai approuvées, il y a des choses que je n'ai pas approuvées. Bon, c'est tout. Donc, voilà la réponse que je pourrais vous donner par rapport à cela. Je suis un homme sans parti. Oh oui. Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé la nécessité d'en créer un. Je ne suis pas plus bête qu'un autre. Je veux créer un parti, bien évidemment, mais je n'ai pas trouvé la nécessité d'en créer un. Je n'ai pas trouvé non plus la nécessité d'adhérer jusque-là à un parti. Peut-être que je vais en créer, peut-être que je vais adhérer à un parti. Mais lorsque vous-même vous regardez le fonctionnement actuel des partis, est-ce que ça vous incite, vous, à ma place, à y entrer? Véritablement, le spectacle auquel on a droit est désolant, même si
même si je reconnais que la loi sur les partis, effectivement, est faite de manière telle qu'on s'entremêle les pattes et qu'il y ait des dédoublements. Et je comprends qu'on ne veut pas régler ce problème, on nous laisse effectivement dans le flou. Et pour le moment, peut-être que ça viendra, que j'adhère à un parti ou que je crée un parti, mais pour l'heure, je n'en vois pas jusque-là la nécessité. Maintenant, si on va dans le monde, je reconnais qu'il y a des chefs d'État qui n'ont jamais eu de parti. Le cas du Bénin est patent. Donc, véritablement, ce qui est important, à mon sens, c'est l'intérêt du pays. Et l'intérêt du Gabon est au-dessus des partis, au-dessus de nos aspérités et de nos contradictions simplement partisanes. Je vous remercie. Monsieur le ministre, monsieur le professeur. Oui. On aurait du mal à vous suivre, les mots étant polysémiques. Vous étiez membre du gouvernement, mais vous n'étiez pas au pouvoir. Oui. Ah non, mais il faut bien savoir ce que c'est le pouvoir. Nous sommes dans un régime présidentiel. Et j'étais ministre. Donc, lié par une obligation des moyens. J'ai été appelé pour essayer de redresser un secteur qui du reste était le mien. Je suis arrivé, mais il y a des moyens qui vous sont alloués pour cela. Ces moyens-là, je ne peux pas me les donner moi-même. Donc, effectivement, au regard des moyens que j'ai eus, effectivement, être ministre, ce n'est pas être au pouvoir. Non, ce n'est pas possible. Au regard du fonctionnement de nos institutions. Effectivement, je vois plusieurs hommes politiques qui sont dans cette salle. Ils savent bien ce que c'est. Celui qui est au pouvoir, c'est le président de la République. Bien évidemment. Voilà qui est tout clair. Le Banja. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Bitege. Je viens de suivre avec une grande attention votre... Excusez-moi, monsieur Bitege. Un pan de votre question n'a pas été répondu. Ah oui, il y avait l'USP, l'Union sacrée pour la patrie. Et vous avez effectivement vous-même donné les objectifs que visait l'USP. À partir du moment où la mission de l'USP a été dévoyée, sans cri ni trompette, je me suis retiré. C'est tout, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Et je me disais, le temps va nous le dire. Et je suis au regret de constater effectivement que le temps m'a donné raison. Je vous remercie. Je suis avec beaucoup d'attention votre propos liminaire. À vous suivre, vous dites que vous êtes contre le dialogue avec les Bongos. Monsieur le professeur, est-ce qu'on peut refuser d'aller à un dialogue avec les Bongos et en même temps aller à une élection présidentielle avec les mêmes Bongos lorsqu'on sait d'avance que cette élection est d'avance gagnée? Première question. Deuxième question, selon vous, de quel mal économique souffre principalement le Gabon en tant qu'économiste? Une dernière. Dans le cadre des discussions qui devraient conduire au règlement de la dette intérieure, les entrepreneurs gabonais envers l'État, envers qui l'État est débiteur depuis plusieurs années, voire des dizaines d'années pour certains, subissent dans le même temps un contrôle pénalisant de la CNAMGS. Ce contrôle vise à vérifier si ces entreprises gabonaises sont à règle vis-à-vis de leurs employés et de l'État. Au bout du compte, ces hommes d'affaires gabonais, qui ne sont pourtant pas responsables, par actuellement d'être redevables de la CNSS, aussi bien des impôts, sont étranglés et ne peuvent donc pas payer les... Le pays est dans une situation difficile et de montrer le chemin qui peut nous permettre de sortir du marasme. Voilà la situation. Quel est le chemin qui nous permet de sortir de cette situation difficile et de redresser le pays? Et je propose une orientation précise. À charge pour le gouvernement, ainsi que je l'ai dit, d'accepter ou de refuser. Il a parfaitement le droit de le faire. Mais maintenant, aller aux élections, il y a autre chose que j'ajouterai
on ne va pas quand même laisser le gouvernement faire ce qu'il veut. Quand même. Nous sommes une force de proposition, mais il faudrait que toutes les forces vives de la nation s'élèvent pour dire, après tout, même si vous vous imposez par la force, ça, on n'est pas d'accord. Et je crois que si tout le monde le faisait, chacun à son niveau, on ne serait pas dans cet état. Et moi, j'essaie de le faire pour dire que ça, ce n'est pas juste. Aller aux élections sans texte impersonnel, c'est mauvais. J'essaie de dire que pour sauver notre pays, il faut une transition, mais une transition dans des conditions précises. Maintenant, je ne suis pas au pouvoir et je ne peux pas contraindre, je n'ai pas la force pour contraindre ceux qui sont au pouvoir. Au moins, je me fais entendre et chacun est juge et chacun peut effectivement prendre position pour savoir dans quelle direction effectivement s'orienter. Alors, donc, l'autre question, c'est par rapport, Monsieur Bébidré, rappelle-moi, c'est par rapport au mal du pays, qu'est-ce que vous avez dit? Alors, quel est le plus grand mal du pays? La situation du Gabon est catastrophique. Le Gabon souffre de tous les maux. Il n'y a pas un seul secteur qui soit à l'abri des problèmes que nous connaissons tous. Mais je sais que ce qui compte à un moment donné, ce n'est pas le volume des problèmes, c'est la manière de les résoudre. Et je pense en cela que le principal, ce par quoi on doit commencer, c'est politique. Parce que c'est la politique qui oriente, qui donne l'orientation. C'est la politique qui donne la vision, qui donne l'orientation. Lorsque nos problèmes politiques sont résolus, alors on attaque avec sérénité les autres aspects, les autres problèmes. Donc il y a un problème de hiérarchie. Ensuite, effectivement, le problème de la dette, c'est un problème très sérieux pour notre pays. J'ai fait allusion à ce problème. J'ajoute que nous avons, pour un petit pays comme le nôtre, 2 caisses de sécurité sociale. Nous avons la CNSS et nous avons la GNAM-GS. Et malheureusement, des caisses de sécurité sociale dans les autres pays, c'est effectivement des gens, des institutions parapubliques qui disposent des ressources qu'il faut effectivement gérer, d'une trésorerie importante, des personnes qui cotisent pendant leur temps d'activité pour jouir effectivement d'une retraite paisible. Ce qui veut dire que là se pose un véritable problème de compétence et de gestion de la trésorerie. Ça existe. Comment gérer une trésorerie? Or, le problème, c'est que l'unicité, principe budgétaire, fait en sorte que les ressources que nous avons viennent aussi bien des retraités que des autres. Et il y a confusion des termes et des genres, surtout si on n'a pas la probabilité intellectuelle et morale. On prend dans la caisse alors que c'est l'argent des retraités. Au point que, c'est connu de tous, les 2 caisses sont aujourd'hui, n'ont pas de ressources suffisantes pour faire face effectivement à leurs engagements. Et là, je suppose que le pouvoir a trouvé un petit moyen. Cela veut dire que la dette intérieure, faire en sorte qu'elle permette également de nourrir les 2 caisses, la NAMGS et la CNSS. Mais je crois honnêtement que c'est le genre de décision à l'emporte-pièce qu'il ne faut pas prendre parce que c'est le serpent qui se mord la queue. Il faut effectivement une antériorité dans ce qu'on doit faire. On doit de l'argent aux PME, PMI et aux entreprises. La relance économique, la croissance économique ne se fait que par les entreprises. À partir de ce moment-là, si les entreprises n'ont pas les ressources, ne récupèrent pas les ressources, il ne peut y avoir ni croissance, ni relance économique. Donc le fait effectivement de revenir à la NAMGS, bon, je passe sous les détails précis
Je ne vais pas entrer dans ces détails précis parce que en matière budgétaire, on revient à la loi, le droit budgétaire qui répond d'une loi, la loi de finances qui est votée par l'Assemblée, à moins que je ne vois pas par quel trafic l'Assemblée va déléguer ses pouvoirs effectivement à une institution privée. Je crois que ce n'est pas de mise. Là, véritablement, on viole la Constitution, d'une part. Ensuite, effectivement, le ministre des Finances est l'administrateur de crédit principal de l'État, à moins qu'il n'ait délégué ses pouvoirs. Et là, je ne pense pas que la Constitution le prévoit. Ce qui veut dire qu'il y a un niveau de compétence là, il y a des problèmes, effectivement, des problèmes aussi bien légaux, et je pense qu'on est en pleine illégalité lorsqu'on traite de ces questions-là, et que véritablement, c'est une mauvaise manière de régler un vrai problème. Il y a d'autres solutions pour régler ce type de problème dans un pays sérieux où les gens savent ce qu'ils font et ce qu'ils doivent faire. Voilà. Professeur, nous vous remercions de nous avoir enrichi de propositions concrètes, même si paix à son âme, M. Jean-Pierre Zonigem a estimé que l'opposition ou la société civile n'ont pas à faire de propositions, mais à poser le pot de banane au pouvoir. Mais question plus concrète, Luc Bengonsi, qui a été invité à cette conférence de presse, n'a pu honorer le rendez-vous. Il dit que le mal du Gabon, c'est la France. Sans circonlocution diplomatique, qu'avez-vous à répondre? Alors, Luc Bengonsi, c'est même un parent, il appartient à cette catégorie de Gabonais qui ont eu une bonne formation dans de bonnes écoles. Il appartient à cette génération de Gabonais qui, effectivement, savent ce qu'on appelle la res publica, autrement dit la chose publique, et sont attachés à la bonne gestion de la chose publique. Il fait partie de cette génération des Gabonais, effectivement, qui ont un sens de l'honneur et un sens de patriotisme aigu. Il a une position très tranchée vis-à-vis, effectivement, de la France. C'est une position que je respecte. C'est son droit. Nous sommes en République. Mais je pense que il faut... moi, j'ai été influencé par ma formation. Influencé par ma formation en ce sens que en programmation mathématique que j'ai beaucoup utilisé, on dit quand un problème n'a pas de solution, c'est qu'il est mal posé. Moralité, il faut le poser de manière telle qu'il ait une solution. Ce problème, tel que nous le posons, le mal du Gabon, c'est la France. Oui. Mais est-ce que le problème est véritablement bien posé? Nous sommes dans un monde de relations internationales. Et en relations internationales, il n'y a pas de philanthropie. Chacun défend ses intérêts. Mais lorsque nous nous situons par rapport à la France, nous ne pouvons pas faire injure à la France de défendre ses intérêts et se donner les moyens de les défendre. En analyse, que font nos dirigeants pour défendre nos intérêts? Bien évidemment. Il est évident que toujours sur un marché, il n'y a que deux positions. Ou vous êtes faiseur de prix, c'est vous qui dominez le marché, ou vous acceptez le prix des autres. Or, dans le monde actuel, le Gabon par rapport à la France, bien évidemment, c'est la France qui dicte le prix. Et là, je tourne la question autrement. Comment tirer parti, effectivement, de ma situation de preneur de prix? Autrement dit, je vais être très très simple et clair. Sur 100 francs, la France prend 60. C'est la France qui, nous les 140, nous dit de mal répartir, de donner 30 à une famille et le reste à tous les autres. C'est la France qui, effectivement, fait nos budgets. C'est la France qui fait en sorte que nous soyons en banqueroute. C'est la France. Et puis, la France n'est pas qu'au Gabon. Quand nous regardons les autres pays, allez-y au Sénégal. Je connais le Sénégal depuis les années 70.
Mais Dakar des années 70, ce n'est pas Dakar d'aujourd'hui. Allez-y au Bénin. Le Bénin d'il y a 10 ans, ce n'est pas le Bénin d'aujourd'hui. Je me dis quand même qu'il y a une petite différence. Ce qui veut dire que, sans dire que Bongbongsi a tort, il faut trouver une solution à ce problème. Moi, je ne suis pas de la classe des Africains qui crient le pessimisme africain, je ne suis pas là-dedans. Il faut bouger, il faut faire quelque chose. Ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on aille vers le nouveau partenariat, gagnant-gagnant. Certes, préserver les intérêts de la France, mais sans compromettre nos intérêts. Et il se ramène à deux choses. Un, la possibilité pour nous autres de choisir notre chef, de le changer quand il tourne mal. Et deuxièmement, la possibilité pour nous autres de nourrir les Gabonais. Parce que le Gabon est un pays potentiellement riche. Il a tous les moyens de pouvoir nourrir tous ses enfants. Voilà où j'en suis. Et ça, ce n'est pas dans la rue que ça se dit. Ça doit se négocier. C'est une affaire de négociation. En sachant, chacun connaissant effectivement ses forces. Ce qui veut dire en termes clairs que c'est un problème sérieux qui a plusieurs dimensions. Mais ce n'est pas en criant que nous aurons gain de cause. Il faudrait que tactiquement, nous sachions comment négocier pour voir ce qui est essentiel chez nous. La politique a horreur du vide. Hein. Si nous ne défendons pas, nos autorités ne défendent pas nos intérêts, eh bien, ce n'est pas à la France de les défendre. Donc, regardons d'abord chez nous nos contradictions internes, comment nous fonctionnons, et je pense que là, on pourra mieux savoir lorsqu'on a les limites de notre action interne, et là, nous pourrons mieux nous attaquer à la France en disant nous avons fait ce que nous devions faire. La question, est-ce que nos autorités font ce qu'elles doivent faire pour défendre nos intérêts? Professeur, nous arrivons au terme de cette conférence de presse. Comme aurait pu dire Martin Luther King, quel rêve nous laissez-vous pour le Gabon aujourd'hui? Monsieur Fromondom, quel rêve je nourris pour le Gabon? Je pense que le Gabon, le Gabonais mérite d'être heureux chez lui. Dieu nous a comblés. Nous avons un beau pays. Nous avons un pays riche qui n'a rien à envier à aucun autre pays au monde. Nous avons une situation, une position géographique que personne, aucun pays au monde n'a. Le Gabon a des atouts terribles. Et au regard de notre population qui est faible, le Gabon peut avoir de grandes ambitions. Comment combler notre contrainte humaine quantitative et qualitative face à un environnement où nous avons 25 millions de Camerounais? Comment nous pouvons évoluer face à un environnement de plus en plus ouvert où nous ne pouvons pas arrêter l'émigration, face à un environnement de globalisation financière et de mondialisation? Comment pouvons-nous nous en sortir? Alors, nous sommes malheureusement dans une situation où, ayant de multiples atouts, nous ne réussissons pas à sortir de l'impasse. Le rêve que j'ai, c'est que les Gabonais prennent conscience de ce qu'ils sont, de ce que Dieu leur a donné, de ce qu'ils ont pour se battre. Pas se tuer, non, nous sommes si peu nombreux pour qu'on y arrive, mais se battre de manière élégante pour réussir à développer notre pays, pour que chaque Gabonais se sente heureux chez lui. C'est le plus grand rêve que j'ai. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, professeur. Il n'y a pas d'issue d'applaudir. Merci de nous avoir permis, professeur Albert Ndorsa, de nous retrouver pour parler du Gabon, notre bien commun, notre maison commune.
étant entendu que chacun des Gabonais, selon une expression diplomatique, doit être la main, le visage et la voix du Gabon auprès des nations et des peuples. Mesdames et messieurs, merci d'avoir honoré cette invitation. Toute dernière annonce, la presse est invitée à récupérer des documents dans une salle mitoyenne à celle-ci. Merci mesdames et messieurs, un cocktail est offert.